Bonsoir à toutes et tous, bienvenue sur Classe Rugby, comme tous les lundis soirs. On se retrouve avec l'ami Romain et Clem. Salut les gars. Bonsoir Baptiste. On se retrouve aujourd'hui pour une émission un peu spéciale. Normalement, on parle top 14. Bon, vous l'avez vu, pas de top 14 évidemment ce week-end. La semaine dernière, on a débriefé la tournée du 15 de France. On n'y reviendra pas plus longtemps ce soir, malgré quelques enseignements qu'on pourrait tourner du match contre le Japon. On pourrait y revenir notamment la semaine prochaine sur notre émission top 14. Non, aujourd'hui, on va dans ce qu'on aime. Un top 5 all-time, comme on les aime. Alors all-time, de suite, je vais préciser notre top 5. En fait, il s'agit du top 5 des plus belles équipes du championnat de France de rugby depuis l'ère professionnelle. Donc voilà, on dit top 14 rapidement, mais il y a aussi des équipes avant top 14, top 16 notamment. L'idée, c'était de comparer un petit peu la classe sport et Romain. Notre top 5, on sait que c'est dur, mais c'est typiquement le genre de classement qu'on aime faire à la classe sport. J'avais, pour vous proposer un petit peu ce qu'on peut faire, ce qu'on avait pu faire sur Twitter en space. Regardez le top 10 des flanqueurs qu'on avait réalisé avec nos amis de la classe sport. Richie Mako, John Reeve, etc. Voilà, typiquement ce genre de débat, on adore. On va voir s'il y a du blasphème, si Clem et Romain vont se mettre dessus comme après une bonne mêlée des années 90. Et puis pour lancer, hein, parce qu'on va rapidement rentrer, je pense que j'ai tout dit sur ce top 5 qui est assez simple et en même temps voilà, qui permettait de dire beaucoup de choses sur de très belles équipes qu'on a aimé voir jouer depuis qu'on est plus petit ou adulte. On va commencer peut-être par des mentions et Romain te laisser peut-être présenter ou tes mentions ou peut-être si tu as une wildcard parce qu'on sait que top 5 souvent ben, on a envie de faire rentrer un sixième, ça n'a pas été facile et pour nous ça a été la même chose d'ailleurs. Je te donnerai ma wildcard juste avant qu'on commence le, le classement parce que je pense que si on avait fait un top 10 comme on l'a déjà eu fait, il serait peut-être rentré dans le top 5, mais j'ai dû faire des concessions. Alors pour bien expliquer quand même aux gens aussi, c'est que on n'a choisi qu'une seule équipe par année. Et c'est là déjà que ça a été un petit peu le plus compliqué parce que forcément donc on part de l'ère professionnelle, donc à partir de en gros la première Coupe d'Europe, hein, je sais pas qu'est-ce que vous avez considéré exactement, mais la première Coupe d'Europe était en 96. Et donc rien que moi pour mon club en fait déjà il faut que je choisisse entre Toulouse donc 96 qui est la fin d'une hégémonie qui rentre à peine dans l'ère que l'on connaît. Après, on a l'ère des années 2000, entre 2005 et 2008, où il y a deux titres là. Puis celui de 2011-2012, de l'ère McAllister à la grosse mêlée et tout. Et l'ère moderne à choisir entre 2018, 19 et 2021. Donc rien que ça, déjà, c'était très très dur. Donc je vais pas vous spoiler laquelle j'ai choisi, mais ça va être une récente. Et du coup, petite mention quand même à celle des années 90, que je rentre pas parce que c'est vraiment la fin. Mais c'est, je sais plus combien de titres consécutifs, et donc la première H-Cup, même si il manque beaucoup de nations anglais dedans, donc je l'ai pas considéré. Donc celle-là, je l'ai en mention. Je Ok. vais peut-être pas trop spoiler parce que tu as forcément Oui. une équipe de Toulouse et je sais pas laquelle. Ouais. En mention, après on va faire ping-pong, je vais te laisser dire, je vais mettre une équipe pareille, je vais un peu vous spoiler, j'ai une équipe de Clermont, mais il y a des équipes que j'ai adorées et qui n'ont rien gagné, et donc que j'ai pas pu faire rentrer dans mon top 5, donc notamment Clermont, il y en avait deux, il y a celle de 2008, Ouais. donc avant le titre, que je trouve vraiment top, qui ressemble un peu à j'ai eu un commentaire très juste de Twitter qui ressemble un peu sur la saison régulière au Toulouse de 2018-19 qui roule un peu sur tout le monde et tout, mais avec plus d'accomplissement, plus solide et tout. Et celle de 2013 avec la finale perdue face au RCT en Coupe d'Europe, celle contre celle du coucou de Dylan Armitage. Donc ça, c'est deux équipes que moi j'ai adoré de Clermont. Celle de 2013, je pense que c'est une des plus fortes de la décennie, sauf qu'elle ne gagne rien, donc elle rentre pas dans mon classement.
Ok, bah peut-être Clément, voilà, toi aussi dire. Évidemment, c'est vrai que comme tu l'as bien rappelé, Romain, comme on choisit une équipe sur la période, on peut pas choisir trois stades toulousains, trois stades français ou trois Clermont. Évidemment, voilà, on spoil un peu si on donne trop de mentions, mais peut-être une ou deux mentions Clément, et puis j'en rajouterai peut-être une avant qu'on passe peut-être à la wildcard de Romain. Ouais, j'en profite aussi pour dire, alors, cet argument-là, ce truc des titres gagnés, moi, ça a été une grosse problématique dans ma recherche, en fait, parce que pendant un moment, je me suis fixé sur des équipes qui gagnaient pour finalement aller du côté de mon cœur et vraiment peu importe, en fait, j'ai, bon, bien sûr, des équipes qui gagnent et qui sont belles à voir jouer, etc., et que j'ai adoré. Il y en a aussi dans notre top 5, mais j'ai aussi laissé place à vraiment des gros coups de cœur, des équipes que j'ai aimé regarder, allumer la télé rien que pour elles, et même si elles ne sont pas allées au bout, et on le verra, mais je pense notamment à une des équipes qu'a cité Romain. Et alors comme ça, j'avoue que j'y ai pas vraiment trop réfléchi. Je me suis bloqué sur un top 5. Je pourrais parler de celles qui ont fini au bord, mais j'ai peur de spoiler un peu la suite, notamment si Romain les a dans son classement. Donc je vais parler de l'UBB saison Covid. Alors, je sais pas si ça mérite vraiment d'être là dans ce classement, mais moi, c'est une de ces équipes qui m'a fait aussi, qui m'a fait allumer ma télé. C'est-à-dire que voilà, bon, UBB Castres au hasard, bon, je sais pas, à 15h samedi, est-ce que j'allume la télé? Eh ben, voilà, à cette époque-là, l'UBB, ça tournait, ça envoyait du jeu derrière. Enfin, franchement, c'était top. Il y avait de la vitesse, le ballon circulait, etc. Et c'était une équipe sympa à avoir joué. Pour le coup, d'ailleurs, je crois qu'il y a des stats pas mal avant l'arrêt de la saison, puisqu'ils sont premiers, ils ont deux défaites, je dirais, deux ou trois peut-être, bon, enfin, Hmm. peu importe, donc des bonus offensifs, donc ça envoyait quand même du lourd. Et une deuxième, je pense au Racing, au Racing de la finale de Coupe d'Europe. Ça doit être aussi l'année Covid d'ailleurs, hein. Non, c'est Euh, 2018, je pense, celle-là, à laquelle tu penses. Moi, c'était ma mention spécifique, c'était le Racing Vas-y 2018. alors, je te laisse en parler Voilà, alors. mais juste rapidement, c'est vrai que ce Racing 2018, donc c'est 2 ans avant, qui est vraiment une belle équipe, qui est même une équipe, en tout cas, moi j'ai préféré voir que celle du titre. Une équipe qui finit pas loin, qui se fait bouffer, mais comme d'autres belles équipes d'ailleurs, contre Castres en demi de top 14, et qui va jusqu'en finale de H-Cup contre le Leinster, et qui perd sur, voilà, Etc. contre, Etc. Ah non, c'est celle d'avant, toi, c'est celle ouais, d'avant, ah c'est oui, ça, hein. moi c'est l'année vraiment contre Leinster quand ils perdent contre Sexton Ouais. et ils font une demi notamment à Bordeaux, je m'en rappelle bien, une demi assez extraordinaire. Voilà, ils font une très belle saison régulière, je pense qu'ils finissent premier ou second. Voilà, ils se prennent 4 sixième, hein, on s'en souvient en 2018 qu'on ne sentait pas venir et peut-être un peu trop serein sur cette demi-finale qui devait se voir déjà en finale de top 14 pour rééditer 2016. Et en tout cas, voilà, et on se souvient notamment de cette demi contre le Munster avec ce jeu d'avant très costaud et qui envoyait derrière des arrières qui faisaient assez rêver, notamment Vakatawa qui perçait et puis Teddy Thomas, on se souvient contre le Munster qui met doublé, triplé, hein, vu qu'il offre à C'est à Machno. Bordeaux, là, c'était celle-là, c'était la demi à Bordeaux. Exactement, exactement. Et ce match, honnêtement, il y a trois essais, enfin, je sais plus combien ça fait, mais 21-3 contre le Munster jusqu'à la 70e. Le Ouais, Munster ouais. revient à la fin, donc le score est plus serré que la réalité, mais au stade, c'était impressionnant. Donc voilà, petite mention pour le Racing qui, en effet, ne gagne rien. C'était compliqué en plus, surtout il y a eu une équipe qui a gagné 2 ans avant. Voilà, c'était cette équipe, moi, que je pensais pour le Racing. Mais j'aime bien ta mention de l'UBB, hein, Clément, évidemment. C'est vrai que c'était une équipe un peu comme ça. Alors, de là, pour le top 5, Mm. c'est beaucoup trop court et effectivement, on n'a qu'une moitié de saison. Donc, bon, voilà, mais c'est pas, ça m'a fait penser à ça tout de suite. Là, voilà, les équipes pour lesquelles voilà, on allume la télé alors qu'on n'est pas du tout supporter. Enfin, en tout cas, c'est mon cas, je suis pas supporter de l'UBB. Et voilà, ça m'empêche pas d'aimer le rugby et notamment celui que pratiquait Bordeaux à cette époque-là, quoi. Ok, bon, ouais, très bien pour nos mentions. Bah, Romain, je vais peut-être te laisser te donner cette wildcard qui s'est arrêtée au top du top 5, mais que tu aurais tant aimé mettre. On aurait pas aimé mettre, non, mais c'est parce que j'ai adoré cette équipe, enfin adoré c'est un grand mot, mais justement parce que elle m'a fait vivre des émotions alors que je ne suis pas supporter, et justement c'est le Racing, mais celle de 2015-2016. Ok.
Donc je ne sais pas si elle est rentrée dans votre top 5 à vous, hein, parce que pour ceux qui nous regardent, on ne s'est pas dit avant ce que l'on avait rentré. C'est pour ça que j'ai pas voulu spoiler mes équipes, notamment de Toulouse, du RCT ou de Clermont, où il y a plusieurs choix, ou Paris, etc. Lesquels j'aurais pu choisir pour mettre. Et moi, oui, contrairement à, à Clem, justement, j'ai été le plus cartésien possible parce qu'en fait, j'ai fait l'inverse de toi. J'ai commencé par faire des équipes que j'ai aimées. Et après, en regardant, je me suis dit, ah, mais c'est quand même pas possible de les mettre devant des équipes qui, même si moi, elles ne m'ont pas plu, parce que dans mon top 5 c'est pas un top 5 des équipes que j'ai aimées vraiment. D'ailleurs, il y en a que j'ai pas aimé pour X raisons. Mais je me suis dit, ah, ce Racing 2015-2016, j'ai du mal à le faire passer devant les autres équipes, alors même que l'équipe en elle-même est top. Donc ils sont vainqueurs du top 14. C'est la finale à Barcelone qu'ils gagnent en jouant quasi tout le match à 14 contre 15, hein. Je crois qu'il se fait expulser à 15e minute, Maxime Machnon. Euh, donc une finale et avec une... Moi j'adorais parce que bon, je suis un grand fan de Dan Carter. Et, euh, la façon dont il a transformé ce Racing m'avait intéressé. Donc, c'est la fameuse année où Johan Goossen est stratosphérique et qu'il obtient son contrat qui fera un temps polémique après. Et puis, c'est une saison où il finit en finale de H-Cup aussi. Euh, mine de rien, ça joue. Alors, ils font entre guillemets que quatrième de la saison régulière. Il y a plein de choses à dire sur cette saison qui n'était pas réussie de bout en bout, mais voilà, il y a eu un mélange entre des trois quarts vraiment sympas, puisque Dulin était arrivé, il y avait Rocco Socco, Goussen, Imhoff, donc Carter, et puis devant, ça restait épais avec les débuts, je pense que c'est un peu les débuts de Tami Funa, il y avait des mecs que j'aimais beaucoup, Charteris notamment. Donc voilà, donc c'était un peu ma white card, vous en parlerez plus tard, visiblement. Mais moi, c'était ma white card que j'ai pas pu tout à fait rentrer parce que il y a cette saison-là. Et puis en plus, c'est un peu le seul titre. Il y a quand même mine de rien. Il y aurait même si on choisit une saison et on fait pas des what if. Ils auraient chopé une coupe d'Europe en plus avant, après, ou vraiment dominé une régulière ou pris un bouclier en plus, ça aurait peut-être changé les choses. Mais voilà, moi c'était ma petite white card, le Racing. Ok, bah c'est noté, wildcard pour le Racing. Bah, si vous voulez, on va passer au top 5 directement et voir un petit peu ce qu'on a derrière. Alors, on va commencer par Clément. Je vais te laisser présenter ton cinquième membre de ce top 5. Alors, le cinquième, dans la lignée des coups de cœur, j'ai été obligé de citer cette équipe. Elle était obligée de rentrer dans ce top 5, ne serait-ce que pour en parler. Voilà, parce que ça date un petit peu, c'est vraiment le début du professionnalisme. Et encore, puisque certaines contrées européennes n'avaient pas encore adopté le professionnalisme, c'était même une époque de bataille entre ces deux rugby. C'est l'année 97 et c'est Brive 97. Voilà, pour moi, c'est vraiment une équipe que j'ai adorée. C'est mes premiers souvenirs de rugby avec le papa, etc. Donc, voilà, le stade, etc. Et c'est une équipe qui, malgré tout, dominait quand même le rugby français dans cette fin des années 90, avec une finale d'abord en 96 contre Toulouse, une finale, je crois qu'on a commencé à l'aborder, où Toulouse finissait une dynastie, et c'était sur la fin. Et Brive méritait sans doute mieux sur cette finale, mais c'est ça aussi les grandes équipes et les monstres au multititres, ça gagne. Et ensuite, finalement, ils ont réussi dans cette année 97 à aller grappiller cette Coupe d'Europe avec un chef-d'œuvre en finale. Voilà, qui est un de mes matchs préférés. Notamment parce que j'adore l'équipe, mais aussi parce que Brive était étincelant dans cette finale contre un ogre européen, le Leicester, les Tigers, qui avaient une équipe, ils avaient la moitié de l'équipe d'Angleterre, et tout le monde les voyait favoris. Brive, le petit poussé, et au final, ça se finit sur un 28-9, et franchement, une masterclass, qui s'est jouée beaucoup derrière, avec une ligne de trois quarts, une équipe, enfin, c'était Philippe Carbonneau, Alain Penaud,
les frères Cara, David Venditti, Christophe Lamaison et Sébastien Viars qui à l'époque avaient quelques cannes quand même et étaient sympas à avoir joué. Donc voilà, c'est une équipe qui était très belle à avoir joué. Voilà, avec beaucoup de jeux de déplacement, etc. Et voilà, je voulais la mentionner. Et puis peut-être juste pour compléter Clément, pour ceux qui nous écoutent, qui connaîtraient peut-être pas cette période, et notamment la période de gloire pour le CAB, Brive fait finale l'année suivante et perdent peu, il me semble, en H-Cup Ouais. l'année Ouais, 98. ils font Donc c'est 3 finales en 3 ans. Ils font la finale du voilà, championnat de France 96, la finale de Coupe d'Europe 97 et la finale 98 de Coupe d'Europe également contre Basse à Bordeaux, à je l'Escure. crois. Hein, C'est ça, je l'Escure, tout crois. à fait. Bon, un match qui a été maîtrisé, Mm. enfin voilà, Basse qui a été battu hein, dans ce match aussi, mais voilà, qui force de caractère est revenu et je crois qu'il y a eu, ça marque un peu le déclin de Brive, hein, Mm. clairement cette défaite. Il y aura une défaite contre Biarritz aussi en finale de challenge quelques années plus tard, qui sera le coup de grâce, hein, qui sera le coup de grâce et Brive entamera une descente aux enfers. Et cette finale, voilà, ils ont été un peu trop un peu trop présomptueux, je pense. Voilà, avec cette pénalité, je crois que ça se joue sur une pénalité à la dernière minute, etc., dans un match serré. Donc voilà, ouais, c'était une dynastie quand même, Brive, à cette époque-là. C'était vraiment une grosse équipe, vraiment une grosse équipe du championnat. À noter que c'était l'année 97, c'est pour ça que j'ai un peu hésité quand même à la mettre, même si, bon, je me suis vite repris. Mais à noter qu'ils finissent premier quand même de saison régulière. Alors je Mm. crois que c'est des saisons régulières un peu particulières. On est en Ouais, 97, donc il y a un groupe A1, un groupe, je ne c'est sais pas ça. exactement, A1, A2, B1, B2. Donc c'est un peu spécial. Et il y a donc deux poules. Ils finissent première de la leur. Et voilà, ils sont éliminés dès les huitièmes de finale, hein, Ouais. dès les matchs ouais, ou quart de finale contre Colomiers, qui est l'équipe surprise, ouais, qui sera éliminée par Toulouse ensuite. Ouais, ok. Bah, parfait pour ce cinquième. Brive, alors, choix du cœur, certes, par Clément qui aime évidemment son club, forcément, mais qui se défend largement, évidemment, parce que comme tu l'as dit, 96, 97, 98, on tient une petite dynastie avec trois finales et un titre majeur. Voilà, ils sont passés loin d'ailleurs d'un doublé, donc on voit encore certaines équipes qui attendent la H-Cup, même si c'est peut-être plus relevé aujourd'hui. Donc brief top 5 pour nous. À toi Romain sur ton cinquième. Alors, moi, c'est pas un choix du cœur, hein. Le choix du cœur, il sera plus haut, forcément. Et pour ajouter à ce que Mm. dit Clément, parce que moi, du coup, je suis toulousain, supporter toulousain, et j'ai beaucoup de familles brivistes. Et à l'heure où on a eu des rivalités un peu, je parle pas des derbies, hein, mais des rivalités un peu factices entre les différents clubs, la rivalité entre Brive et Toulouse de la fin des années 90 était quelque chose qui rythmait beaucoup de choses dans le monde du rugby, que ce soit sportivement ou en termes de ou l'antinomie qu'il pouvait y avoir entre la définition du club de Brive et celui de Toulouse, le jeu, tout. Donc c'était quelque chose qui était vraiment très prégnant. Et, euh, et donc moi j'ai vécu avec un cerveau un peu tiraillé les finales, mais j'avais que 9 ans à l'époque, mais j'en ai un souvenir fort de ces finales-là. C'est une équipe qui a marqué, notamment par des essais assez mémorables. Euh, Moi, en cinquième choix, j'ai le Stade français Paris. D'où le fait que ce soit pas un choix du cœur. J'ai choisi celle de 2006-2007, où ils font premier de la saison régulière. Euh, et premier bien. C'est genre pas premier à 75 points, hein. Je dis ça parce que ça a été le cas à une époque, là, notamment avec les époques de Toulon, où c'était très... Ils font 87 points, hein, 6 défaites en 26 matchs. C'est la première saison de Top 14, il me semble. J'ai beaucoup hésité. Alors, rapidement, c'est pour ça que j'ai dit que le Racing était ma wildcard. C'est que j'hésitais avec une équipe du Stade français. Mais qu'en faisant un top 5, ça me paraissait assez incongru de pas mettre une équipe de Paris, tant ils ont marqué les 20 dernières années, si on prend un peu large. Euh, et après, le choix se fait avec de cette équipe-là par rapport aux autres. J'ai rapidement éliminé celle de 2015, moi, parce que comme j'ai été assez cartésien, bah,
Elle me plaît pas trop, elle sort un peu de nulle part, il y a rien avant, il y a rien après, ni en Coupe d'Europe, ni quoi que ce soit. Donc moi, personnellement, même si je pense que si c'était des supporters du Stade Français, ils la feraient différemment. J'ai sorti aussi celle de 98, qui gagne le premier titre, parce que c'est celle qui a peut-être le plus marqué le rugby. Quand on parle du Stade Français, c'est celle-là qui marque le plus parce que c'est le retour du Stade Français, mais à une autre époque, difficile de juger les saisons régulières. Et puis ça fait un peu équipe de mercenaires avec les anciens béglés qui viennent et tout. Et donc celle de 2005, de 2006-2007, parce que j'ai hésité avec celle de 2000, mais c'est con, elle gagne rien. Mais la plus belle pour moi, c'était presque celle de 2005, qui fait 2 fois finaliste du top 14 et de la H-Cup et qui finissait premier. Donc j'ai choisi celle de 2006-2007. Premier de la saison régulière, vainqueur du top 14, une très belle équipe hein, sur le papier, à l'époque où le Stade français quand même jouait au rugby. Donc avec des mecs, des Julien Arias qui débutaient, Stéphane Villa qui était en fin de carrière mais très solide, Dominici, Hernandez, Pichot, et des mecs qui ont marqué ce club-là, la troisième ligne, Bergamasco, Martin, Rabadan, et donc qui battent l'ASM. L'ASM qui commence déjà à perdre des finales et qui en 2007 est très 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 solide. Qui a battu le BO en demi-finale avec un essai de Radiké Samo et c'est pour ça aussi que j'ai pris la finale de 2007, c'est la fameuse avec l'essai de Samo à la fin là qui fait, je sais pas, dans la légende il aura fait 100 mètres mais en sortant de nulle part. Donc cette équipe, voilà, la finale a une histoire. C'est un peu, pour moi, c'est un peu la fin de l'ère parisienne qui a été très performante pendant 10 ans. Après, ça va commencer à chuter. On les retrouvera avec 2015, mais voilà. Moi, j'ai choisi cette équipe de Paris là. Je sais pas si vous en aurez une. Hein. Il y a encore, c'est la première de Paris C aussi, hein, qui est dans le groupe, même s'il est tout jeune. Donc c'est un peu la fin, mais c'est pour moi la dernière équipe qui a vraiment dominé le top 14 et qui s'était construite autour de joueurs que l'on a retrouvés ailleurs et qui ont performé ailleurs. Ok. Bon, ben, Stade français, donc cette année 2007, on verra le choix. Clément en avait un petit peu parlé par rapport à ce qu'on a dit sur une équipe qui gagne ou non, ou une équipe qu'on a le plus aimé. Et tu as dit quelque chose aussi, Romain, dans ta présentation sur notre équipe du Stade français, parce qu'il y en aura une. On va passer au quatrième. Est-ce que Clément, notre quatrième, est le Stade français ou on part sur une autre région française? Non, on part sur une autre région, si je ne me trompe pas. Mais Romain en a déjà parlé, Mm. de toute façon, on va retrouver les équipes dont on a parlé depuis le début, hein, donc Toulon, Clermont, Stade Français, Toulouse, etc. C'est vraiment sur les 25, maintenant ça fait un peu plus, ouais, sur les 27, 28 ans d'ère professionnelle, c'est vraiment eux qui ont dominé quand même, c'est ceux qui ont le plus de titres, etc. Donc c'est normal qu'on les retrouve là. Mais là encore, une équipe coup de cœur qui n'a pas gagné et qui était proche de gagner, mais Romain en a parlé, c'est cette fameuse finale, c'est Clermont contre Toulon en finale de H-Cup et demi-finale de championnat de France sur l'année 2012-2013. Sur l'année 2012-2013, alors c'est une année énorme pour Clermont, hein, puisque c'est 91 points en saison régulière, avec seulement 6 défaites, et surtout c'est 81 essais, en sachant que le deuxième doit être, je me souviens plus exactement, mais l'autre est à 65 essais, donc c'est assez exceptionnel, pas mal de bonus offensifs. C'est l'époque du Grand Toulon. Ils finissent premiers de cette saison régulière, ce qui est quand même devant Toulon, ce qui est quand même un gros signe, je trouve. Voilà.
Puis le jeu développé, hein, pareil, hein, voilà, c'était un jeu hyper aéré avec une ligne de trois quarts assez sympa à suivre. Nalaga qui finit meilleur marqueur d'essai, un Fofana qu'on trouvait énorme et qu'on essayait de caser dans la meilleure équipe du monde chaque année à cette époque-là. Donc, euh, donc voilà, après, voilà, c'est une équipe qui aurait dû ramener un titre dans ces années-là. On parlait encore, malgré le titre, je crois, de 2010, on parlait encore de la Schkumun auvergnate. Et de toutes ces finales perdues, puisque je crois qu'ils perdront là, dans ces années-là 2 finales de Coupe d'Europe. Ils perdent contre le Castres, venu de nulle part, donc sur cette année 2013, qui fait un parcours hallucinant, hein, Castres, puisqu'ils battent Clermont et Toulon en finale, les 2 premiers de la saison régulière, qui avaient des équipes énormes et qui étaient des machines offensives incroyables. Donc voilà, c'est une équipe qui était tellement belle et tellement sympa à avoir joué que malgré le manque de titres, ben voilà, je l'ai quand même placé par rapport à d'autres équipes de Toulon et notamment 2010, qui est pas vraiment une équipe que j'apprécie fortement. En tout cas, c'est dans les souvenirs, parce qu'effectivement, on n'a pas regardé tous les matchs, mais voilà, donc plutôt clairement 2013 pour nous. Donc voilà, on a pris un perdant, mais bon, sur Clermont, il y avait quand même quelques belles années bon, de défaite, hein, évidemment, pour les SM, donc forcément, ça peut rentrer. Après, il y aurait pu avoir le choix, de Romain, tu vas nous dire, de faire, ben voilà, prendre Clermont quand ça gagne, forcément, parce que comme ça gagne peu, et ça va souvent en finale, mais on n'a pas fait ce choix-là. Et Romain, tu l'avais dit, une équipe ultra dominatrice, et qui perd de très très peu. On se souvient tous de la finale de HK perdue 16-15. Alors Romain, est-ce que toi, donc tu en as parlé de cette équipe, si tu veux compléter, et puis tu nous donnes ton quatrième. Là, alors, le hasard fait bien les choses, c'est que moi, en quatrième, j'ai aussi Clermont. Euh, j'ai aussi Clermont, mais bah, du coup, moi, j'ai fait le choix inverse. Alors, je vous l'ai dit, je pense que celle que vous avez choisie, la Clermont 2013, c'est qui va en finale et qui perd sur l'essai d'arbitrage, là. C'est, je pense, l'équipe que j'ai préféré voir jouer de cette décennie-là, au moins de la décennie 2010, euh, assez clairement. Alors c'est pas la décennie la plus riche en rugby, hein. On a eu des hégémonies d'équipes qui jouaient moins bien en rugby que ce que l'on voit actuellement ou ce que l'on a vu à la fin des années 90 ou début des années 2000. Mais moi, je vous rejoins. Au cœur, c'était celle-là. Moi, j'ai choisi justement de prendre 2016-2017, où on les attend moins. Ils sont moins bons. Mais mine de rien, parce ils sont moins bons par rapport à la décennie qu'ils font avant, hein, parce que bon, du coup, j'ai pas recherché tout, enfin si, mais j'ai pas tout renoté, mais ils sont régulièrement premiers des phases régulières. Ils développent un jeu qui est magnifique. Ils ont quelques finales, que ce soit en H-Cup ou en top 14, et cette année-là, bah, ils finissent second de la phase régulière en 2016-2017. Et là où on les attend moins, c'est que l'équipe est sur le papier moins forte, moins complémentaire que ce que l'on a pu voir par le passé au début des années 2010. On a alors des mecs qui sont toujours dans l'effectif, mais quand tu parles de 2013, euh, 2013 c'est un Alaga qui est effectivement au top. Et de l'autre côté, puisque c'est un peu lui qui perd le ballon sur le rock fautif, c'est Sylvie Vatou, qui fait sa dernière saison de vrai rugbyman professionnel avant de partir et qui est au-dessus du lot. Je te dis ça de mémoire. C'est Fofana qui en 2013 est un des meilleurs centres du monde. Et tout ça s'étiole un petit peu au fur et à mesure où on perd du monde. Donc là, en 2017, l'équipe, elle n'est pas attendue. On se dit si elle n'a pas gagné avant, dans ces années 2010, alors à part le titre de 2010, ça, mais je compte à partir du titre de Toulouse, là, en 2011, on dit ça reviendra pas. Et puis là, ça sort un peu de nulle part. Ils battent en finale et bien le Racing, hein, et avec un Damien Penaud qui fait sa première apparition, avec les vieux qui commencent à partir, puisque Aurélien Rougerie est là, mais sur le banc, c'est Camille Lopez qui a pris le 10 de Brock James. Euh, Cancorier arrive, tout jeune à l'époque. Ituria arrive titulaire, tout jeune aussi.
De mémoire, je sais plus, je l'ai pas sous les yeux, mais je crois que c'est la finale où ils prennent un carton rouge tôt dans le match. Et là, tu te dis, bah, en fait, ça y est, celle-là aussi, elle va leur échapper. Donc voilà, et cette année-là, ils perdent aussi en finale de H-Cup. Alors c'est moins frustrant que 2013 parce que 2013, ils peuvent la gagner. Ils en ont 3 dans la décennie de finale de H-Cup. Celle-là, c'est contre les Saracens qui vont écraser l'Europe pendant quelques années après. Et puis vraiment les Saracens qui ont de mémoire perdu une finale contre le RCT et après ont roulé pendant 3 ou 4 ans sur la Coupe d'Europe. Donc voilà, c'est un peu une équipe de la rédemption et c'est de loin des peut-être moins bonnes de la décennie, mais qui finit par gagner. Donc je trouvais l'histoire sympa, sachant que moi aussi au cœur j'aurais pris 2013, voire 2008. Après, il y avait quelques petits talents qui ont pris un petit peu la relève aussi, éclos, ou qui avaient déjà éclos, mais qui sont arrivés et qu'on ne connaissait pas forcément en top 14. Je pense à Aven Danone, qui fait quand même une saison 2017 énorme. Il y a quand même l'éclosion du bréviste Damien Penaud. Voilà, donc il y a eu il y a aussi, je pense, Raka qui doit débarquer un peu là, hein. Ouais, Raka, il débarque un peu là, mais je crois qu'il sort d'une saison pas incroyable. Tu veux, t'as Domingo qui a commencé à se blesser aussi devant, c'est l'avènement de Chaume et de Falgou, que l'on pensait aller plus haut, mais qui finalement feront pas ce qu'on aurait espéré. Mais oui, Damien Penaud, sa première saison. Ouais, il joue très cette finale et il est décisif sur cette finale d'ailleurs, hein, puisque je pense qu'il y a un essai, c'est grâce sur une percée de lui-même, hein. Et il met l'essai, il met même les. Ouais. Ah ouais, il met le premier essai. Après, l'histoire est belle parce qu'il est très bon sur la finale. Il est d'ailleurs très bon sur sa première saison globalement. Et il est remplacé par Aurélien Rougerie. Mais il y a Yato qui est aussi au début de son truc. Et en fait, cette équipe, elle est bizarre. Faudra en parler avec les supporters clermontois. Mais en fait, quand tu es à l'orée de cette saison-là, tu te dis, bah, la chance est passée. La chance est passée. Et à la fin de cette saison-là, avec l'euphorie du titre, tu te dis, putain, quand même, on a sorti, alors je sais pas quel âge ils avaient, mais donc si je prends l'équipe du titre, avec Penaud, avec Raka, avec donc Para qui sera là encore pendant longtemps, Lopez qui sera là pendant encore longtemps, parce qu'à l'époque, ils sont Ituria. jeunes, hein. Ouais, Ituria. Voilà, Ituria qui sort. En fait, déjà, tu as une charnière de joueurs qui n'est pas trentenaire, qui va driver des mecs qui arrivent, comme Raka qui est sa deuxième ou troisième saison de pro, Penaud qui arrive. Donc, on a dit Cancorier, on a dit Ituria, Yato, doit y avoir aussi. Gédrasiak, etc. Tu te dis, bah, en fait, finalement, c'est pas la fin de quelque chose, on n'a pas gagné, c'est peut-être le but d'une ère où, finalement, avec nos jeunes et deux, trois types un peu solides, on va pouvoir repartir de l'avant, et en fait, non. Et en fait, non. Ouais, c'est vrai qu'on pouvait attendre mieux de Clermont, et comme tu l'as dit, je pense que tu as bien résumé, c'est un peu les années où les équipes qui sortent un peu de nulle part pouvaient gagner. Le Racing arrive un peu de loin, Castres évidemment, mais ce Clermont-là passe, et ça c'est fort. Nous on avait fortement pensé, enfin, moi je sais que en faisant la petite liste, je l'avais mis rapidement aussi, et je me souvenais moins comme Clément de l'année 2013, mais je me souvenais bien de celle de 2017, et passer un match du doublé. Voilà, c'est pas si fréquent dans les équipes d'ailleurs anglaises ou irlandaises, bon irlandaises peut-être un peu plus, mais françaises. Donc du coup, c'est vrai que c'est une belle équipe de Clermont gagnante, celle de 2017. Moi, c'est le presque doublé qui me les fait Ouais. choisir. Sinon, effectivement, j'aurais choisi différemment. Ouais, c'est vrai que peut-être s'ils sortent en poule en H-Cup, ça fait pas la même saison. C'est peut-être là une saison où on se dit plus, bon, voilà, ils ont un peu de réussite sur le championnat, mais c'est la preuve d'une grosse équipe. Voilà, j'ai Très Clément. clairement, moi j'ai hésité avec celle-ci, hein, Mm. aussi, hein. J'ai vraiment hésité avec celle-ci. Et c'est bizarre parce que tu vois, hein, tous les deux, ou tous les trois plutôt, on n'a pas vraiment. On n'a pas vraiment pensé à 2010, quoi. Elle arrive après ces deux équipes, quoi. J'ai l'impression à tous là. Donc, Oui. donc Moi, tu vois, dans le c'est cœur, mieux, j'avais pris hein. 2008. Ouais. Ah, ou 2008, ouais. 2008, Ouais, ouais.
C'est vrai que 2008 sont mieux et je pense qu'il y en a un meilleur souvenir aussi de 2008. Après, c'est vrai que ça a aussi une continuité. C'est les finales, enfin voilà, c'est le groupe qui perd en 2008 qui. Et 2010, je sais pas si c'est pas un peu la même. Alors, mes souvenirs, c'est Thiol. Je m'en souviens pas bien. Je sais pas si c'est pas un peu la même aussi que 2017. Ils sont pas forcément très attendus. Mm. On les a attendus avant avec une très grosse équipe. Et là, je pense, de mémoire, hein, c'est la première où par arrive du nouveau staff, etc. Il n'est pas forcément attendu, donc peut-être il doit avoir une place un peu importante dans le cœur des Clermontois, mais factuellement, c'est pas celle que j'avais retenue parce que la régulière est pas folle. Ça fait quart de H-Cup. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Un super souvenir, hein, d'ailleurs, Mm. hein, voilà, hein, vraiment. Mais bon. Non, non. Après, c'est sûr que pour les supporters, Voilà, pour les bon, supporters, je pense que voilà, un team qui était. on fera le classement, on mettra nos classements là dans la semaine sur Twitter et on verra, on mettra tous les clubs de supporters et on verra clairement, ce sera intéressant de voir eux laquelle ils mettent. Évidemment, je pense que celle de 2010 a vraiment, vraiment un impact particulier par rapport à nous, subjectivement, ce qui est logique Je pense aussi, ouais, je sur un pense aussi. classement. Ok, bon ben quatrième, on est Auvergnat pour cette quatrième place. On va passer, on rentre dans le top 3. Donc les trois plus belles équipes, plus grosses équipes du championnat de France professionnel de rugby qu'on ait vu jouer et en tout cas qu'on considère dans ce top 3. Clément, c'est à Clément de donner ce top 3. Où va-t-on pour cette troisième place? Alors la troisième place, un peu toujours la même rengaine, hein, Hmm. pour nous. Encore une équipe pas forcément victorieuse, mais qui a quand même, marqué de son empreinte l'histoire, en tout cas récente du rugby. C'est le Stade français, et on a choisi le Stade français 2005. Je crois que Romain a commencé à en parler. Il y avait plusieurs arguments. Bon, c'est sûr que c'est un peu particulier pour le Stade français de choisir une année où il ne gagne pas, puisque en 9 ans, je pense qu'il y a 5 titres, de 98 à 2007. Donc c'est vraiment une dynastie du Stade français. C'est l'ère Guazzini, voilà, tout le monde se rappelle des cravates avec les éclairs rouges, des maillots roses, des pom-pom girls à la mi-temps, etc., de Miss France dans un œuf. Enfin, voilà quoi, donc tout le monde se rappelle de cette dynastie du Stade français. Et pourtant, on a quand même choisi une équipe qui n'est pas victorieuse, mais vraiment, vraiment, vraiment pas loin, puisque c'est deux finales, une de H-Cup et une de championnat, les deux perdues aux prolongations, si je ne me trompe pas, dont une finale contre le BO qui reste quand même dans les annales avec un score un peu fleuve, 37-34, qui correspond un peu au final à cette saison, puisque les deux équipes se sont battues la première place de phase régulière. Euh, avec le Stade français finissant premier finalement avec 99 points. Alors 99 points, on est sur un top 16, hein, on est sur un top 16. 21 victoires, 7 défaites, 9 bonus offensifs, près de 900 points marqués. Voilà, une énorme armada. Pourtant, au niveau de l'effectif, pas forcément mon équipe préférée, mais j'en ai gardé aussi un excellent souvenir. Et puis voilà, d'être si proche, d'avoir des stats aussi convaincantes, d'être si proche de la victoire, voire il y a même un peu de dramaturgie, puisque je crois que c'est finale en prolongation aussi contre le Stade Toulousain qui a couteau tiré. Je crois que ça se finit, il n'y a que des points qui sont mis au pied. Peut-être que Contre Biarritz. Romain Sankou. Contre Non, Biarritz. non, je parle Non. en Coupe Ah, d'Europe. Coupe En d'Europe, Coupe pardon. d'Europe Ok. aussi. En Coupe d'Europe, peut-être que Romain s'en souviendra mieux que Ok. moi, mais moi, je vois un match ultra tendu où il y a deux Hmm. équipes qui se connaissent par cœur, Ah etc. Bon, oui. enfin voilà. Ça- Évidemment, des grands noms, hein, dans cette équipe, mais c'était quand même voilà, des joueurs, du Roncero, du Pichot, du Oradou, voilà, du Mike James, etc. Le 10, c'est Scrella, c'est pas mon animateur préféré. Rémi Martin aux Voilà. cheveux d'argent. Comment? Rémi Martin et ses Ouais. cheveux d'argent. Rémi Martin et ses cheveux d'argent, mais quand même la pépite El Mago, quand même, qui est dans Ouais. cette équipe et qui lui faisait allumer la télé à lui tout seul. Donc voilà, on a choisi 2005. Voilà, donc Et ouais. 2005, la finale, c'est effectivement que des points au pied, c'est effectivement en prolongation, et de mémoire, je sais plus quelle est la physionomie du match parce que je ne l'ai pas regardé, mais c'est surtout qu'on a un Fred Michalak qui nous met les 9 derniers points dans un drop, alors que c'était Jean-Baptiste Elissal
qui butait ce jour-là. Mais je me souviens pas trop du match, je me souviens de ça. Et en fait, il clôt le match sur un drop, alors qu'il n'a pas mis 50 dans sa carrière. Michalak, et qu'il était passé à la mêlée, et c'était Jeff Dubois à l'ouverture, après la sortie d'Edison. Ouais, donc deux finales perdues, on parlait d'être proche du doublé, c'est pour ça que le Stade français troisième, être proche du doublé, là c'est être, alors on repart avec rien, hein, la besace elle est vide, mais on est vraiment à deux prolongations et ce match contre Biarritz aussi, où ça se joue vraiment vraiment à rien et du coup c'est vraiment une équipe ouais, qui méritait aussi d'intégrer pour nous ce classement, même si en effet pour le Stade français c'était dur parce qu'il y avait de belles équipes, tu vas sûrement en citer une, alors je sais pas si elle sera troisième, Romain. Non, je les ai cités en 5, mais Ah oui. du coup, moi, celle que j'ai pas voulu citer avant pour pas spoiler trop, moi, celle que j'aurais aimé mettre, parce que je porte pas un grand amour à Paris, mais par contre, j'étais très content de l'un de leurs titres, je crois que c'est en 2003, puisque j'adorais Fabien Galtier, le joueur, avant qu'il devienne animateur. Et j'ai adoré le pauvre qui perd, je crois, 2 finales avec Mm. Colomiers. Il monte à Paris, il fait un titre où il est excellent en finale avec le Stade français Paris. Et c'est la première fois et la seule fois où j'étais content d'un titre du Stade français Paris parce que j'adorais Fabien Galtier, le joueur qu'il était quand j'étais jeune. Et je crois que c'est 2003. Et tu n'as pas encore vécu une finale Stade français Castres. On attendra avec impatience de savoir pour qui tu es. Non, 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 mais si tu veux, comme on a fait Montpellier-Castres, on était quand même pas loin du truc, quoi. Ouais, c'est pas faux. Ok, bon, ben ton troisième, Romain, du coup. Alors mon troisième, toi tu parlais d'équipes proches du doublé, j'ai été obligé d'en mettre une. Alors c'est pareil, c'est des équipes que je n'aimais pas, tant par le style de jeu que par ce qu'elles nous ont fait nous supporters toulousains. J'ai pris le Biarritz Olympique de 2006. Euh, je tenais ce club en horreur dans les années 2000 parce qu'il était l'antithèse de ce que j'aimais dans le rugby. Parce que, et puis on aimait bien s'y opposer, nous Toulousains, avec ce Biarritz qui était très, très rugueux, très en place, avec un rugby d'avant très solide. Mais mine de rien, dans les années 2000, enfin, pour moi, il était difficile de ne pas les mettre. Il y avait des années à choisir. Il y en avait plus. Celle-là m'a marqué parce que, bah, forcément, la finale. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la finale où ils mettent 40 points au Stade Toulousain en 2006. Et 40 points à Toulouse. Toulouse n'est pas là par hasard, hein. C'est pour moi, je le spoil, c'est pas l'équipe que j'ai mise de Toulouse, mais c'est la plus belle ligne de trois quarts que j'ai vue d'un œil averti, puisque c'est la ligne de trois quarts. J'ai commencé à en parler, mais avec Jean-Baptiste Elissal, Frédéric Michalak, Emance Claire Rosel, Josion Fritz au centre, Poitrenoy à l'arrière. J'ai pas vu mieux, moi, dans l'ère professionnelle et il nous colle 40 points. Mais puis il n'y a pas photo, quoi. C'est pas volé, même s'ils mettent des essais à la fin et tout. Mais voilà. Et puis parce que le BO de cette époque-là, donc ils font quand même premier de la phase régulière, hein, 90 points. Et ensuite, ils font second, enfin ils finissent en finale de H-Cup où ils perdent contre le Munster qui à l'époque est l'ogre que l'on sait avant de se faire détrôner par le Leinster puis par Toulon. Mais c'est la dynastie entre guillemets du Munster de Stringer O'Gara et eux c'est pareil jusqu'à la quasi dans les 10 dernières minutes ils sont en contact, ils sont à un point jusqu'à ce que O'Gara passe une pénalité à 5 minutes de la fin et les crucifie et après à 5 minutes de la fin bah si le Munster avait la possession ils ont fait à peu près 90 molles et on n'a jamais revu le ballon et et donc voilà, un peu obligé de mettre cette équipe-là qui, pour moi, 2006, en dehors de la finale, était un peu mythique parce que j'ai parlé de la ligne de trois quarts de Toulouse. Je pense que c'est la troisième ligne la plus forte que j'ai vue sur le papier, peut-être jouer, et la plus complémentaire puisque c'est une des seules où du Sautoir joue avec Harry Nordoki en 8 et Serge Betsen en 6. Donc, donc,
donc c'était un peu le symbole de cette équipe-là avec Thion Olibo en deuxième ligne. Donc voilà, un peu obligé de mettre le BO qui a marqué ces années 2000, même si c'est clairement pas le rugby que je préférais. Mais ils nous ont fait trop mal pour pas que je les mette. Ouais, c'est drôle pour rebondir parce que pour trahir un peu les coulisses chez nous, quand on avait discuté du classement, on était dit avec Clément, on est d'accord sur notre top 5 sauf sur ce cinquième, parce que moi j'avais rentré même un peu plus haut potentiellement ce BO. Ce BO, et je suis comme toi Romain, parce que avant d'être supporter de l'UBB, parce que et comme l'UBB est un club qui n'existe pas depuis si longtemps, j'adorais quand même le Stade Toulousain. Et vraiment, tu vois, tout ce que tu as dit, ben, je rejoins complètement. C'était l'équipe qu'on adorait détester, vraiment qui jouait à l'inverse du stade, et qui pourtant, voilà, a un respect absolu, notamment cette finale incroyable, cette troisième ligne, tu l'as dit, était folle. Et puis voilà, moi j'avais quand même des petits joueurs, même si j'aimais pas le Biarritz Olympique, parce qu'en plus on a un camarade de la classe qui est fan absolu du Biarritz Olympique, donc forcément on n'allait pas en plus enfin, en tout cas pour moi, aimer ce club-là. Mais vraiment, il y a des petits joueurs, et notamment des joueurs pas les plus fantastiques, hein, mais Nicolas Bruce que j'aimais pas mal. Et puis quand on voyait voilà, le potentiel d'un Damien Traille, on trouvait qu'il était sous-utilisé aussi, mais quand ça les faisait jouer derrière les avancées des avants, et quand Yachvili lâchait aux arrières, ça envoyait aussi du beau avec des beaux ailiers, Bombo, et puis après Nguenia plus tard. Enfin, voilà. C'était une belle équipe et qui a un peu périclité après 2010, mais qui était toujours là jusqu'en 2010 d'ailleurs, en finale de H-Cup. Ouais, 2005-2006, c'est les deux premières saisons de Cyril Bombo qui donnent un peu de sourire à cette équipe qui était quand Mm. même un peu pénible à voir jouer, Ouais. mais diablement efficace. Ah oui, oui, c'est ça. Moi, enfin, Mm. c'était mon choix, hein. J'ai hésité avec le Brive 97 dont j'ai parlé un peu plus tôt dans la soirée. Et c'est vrai que voilà, moi, c'est une équipe dont, après, ça reste des souvenirs, mais j'ai un peu les mêmes que toi, en tout cas, Romain, voilà, et que toi aussi, Baptiste, voilà, c'était pas une équipe super drôle. Voilà, moi je me rappelle de Goblet sur l'aile et tout. Je me dis, mais ils m'ont mis un troisième ligne à l'aile. Bon, au centre c'était Bidouille et Damien Traille. Bon, j'étais pas non plus un grand fan. Et c'est vrai que bon, il y avait Bombo qui nous laissait un peu avec le sourire, mais c'était pas top. Et puis mine de rien, avec un énorme pack avec une grosse première ligne, le coup Alan Auguste, cette troisième ligne et Yachvili à la mêlée, bah en fait ça suffisait en fait, hein, donc voilà, c'était pas une équipe qui m'a fait voilà, on parlait tout à l'heure des équipes qui font allumer la télé, j'ai préféré même voilà, même si celle-ci a été gagnante et bien gagnante il y a deux titres, voire même si c'est pas tout à fait la même équipe, il y a un titre avant, il reste je pense un ou deux rescapés. Je sais pas, en 2002 je dirais, enfin bon, peu importe. Enfin voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas choisi cette équipe, mais clairement elle mérite et elle fait cette campagne 2006 et effectivement c'est celle-ci que j'aurais choisi aussi, l'équipe de 2006 avec ce final contre le Munster qui se joue à pas grand aussi et je pense qu'il laisse d'énormes regrets, je pense au Biarritz Olympique et qui n'a jamais réussi à gagner ce titre et qui le gagnera pas en tout cas dans un avenir proche. Donc, euh, donc voilà, pourquoi j'ai pas trop cliqué sur BO 2006. Et puis moi, j'avais deux autres trucs que j'ai mis qui sont très subjectifs comme critères. Euh, alors forcément, eux, ils sont très vite rentrés parce que je l'ai dit, premier de la phase régulière, vainqueur du top 14, finaliste de la Coupe d'Europe, obligé de les considérer. Et puis après, je m'étais mis deux petits critères de l'impact qu'ils ont eu sur la mémoire collective du rugby français. Et aujourd'hui, alors que le BO euh, coule, que ce soit en termes d'image ou en termes de, euh, De ou en gestion. termes ouais, de gestion, puis Mm. de résultats sportifs, etc. Cette équipe-là reste marquée. Il y avait des joueurs emblématiques et même les plus jeunes s'en souviennent. Et j'avais mis une influence sur l'équipe de France. On est sur une équipe de France qui, quand même, mine de rien, est plutôt conquérante à cette époque-là. Et le Biarritz Olympique en est, donc avec le Stade Toulousain qu'ils affrontent en finale, le principal fournisseur, puisque tu en as cité, mais donc Brusque à l'arrière, Traille, Yachvili, Harry Nordioki. Alors du Sautoir arrivera à partir du moment, je pense, où il est à Toulouse, Ouais. mais voilà, Betsen, Thion, donc
que des gens qui ont apporté beaucoup à l'équipe de France. Et donc, même si ça n'a pas fait un critère primordial, ça c'est rentré en ligne de compte. Ouais, c'est vrai que ça joue, en effet, ils ont été pourvoyeurs d'une belle équipe de France qui a gagné et ça peut jouer en effet. On passe à la deuxième place, ça se resserre l'étau, évidemment, Stade Toulousain, logique, n'est toujours pas à passer chez Romain et chez nous. Alors va-t-on le découvrir, Clément, le Stade Toulousain ou une autre équipe? Et tu me fais douter là, mais non, c'est le Stade Toulousain qu'on C'est a mis ça. en deuxième position. En deuxième position, alors c'est le Stade Toulousain, que je fasse pas d'erreur, 2019, on est d'accord, Tout à fait, Baptiste? c'est ça. Voilà, l'équipe 2019. Alors là, c'est tout frais, c'est tout frais. Il y a, on est d'accord, il y a plein de, il y a plein, alors là, je pense, je sais pas quelle équipe va choisir Romain, mais on avait le choix parce que c'est le club qui a dominé le rugby français ces, ces 25 dernières années, avec un nombre incalculable de titres. Voilà, un recordman de nombre de titres aussi en Coupe d'Europe. Enfin voilà, donc c'est vraiment obligatoire de citer une équipe de Toulouse. Et choisir était vraiment pas facile. Moi, là, encore une fois, c'est un peu le cœur qui a parlé. C'est une équipe, c'est tout frais dans mon esprit. C'est une équipe qui m'a impressionné. Qui m'a impressionné pour plusieurs raisons, notamment cette phase de saison régulière qui est énorme. Alors je sais plus exactement, j'ai pas les chiffres devant moi, mais il me semble il y a 3 défaites dans l'année. Vous me corrigez si je dis des bêtises. Euh, voilà, un nombre de points impressionnant. Il y avait une impression qu'ils étaient intouchables. Intouchables, avec ces jeunes qui se révélaient enfin, Dupont, Ntamak, etc. Même si Dupont était là depuis quelques années. Enfin voilà, donc voilà, une équipe qui s'était enfin trouvée, puisque on avait un peu perdu Toulouse depuis quelques années. Et là, ça y est, la machine était de nouveau en route. Voilà, que des additions qui étaient bonnes. Keino, je pense au frère Arnold. Enfin voilà, tout était bien fait. Et puis surtout, il y avait une impression de domination et quasi intouchable, qui est un peu moins vrai, je trouve, par exemple, pour l'équipe de 2021 qui gagne le titre et qui fait le doublé. C'est ça, Ça, 2021? c'est ça. Ouais, et ben, j'ai eu moins cette impression-là. Les deux finales contre La Rochelle, il y en a une quand même, celle notamment Mm. de Coupe d'Europe, parce que l'autre c'était quand même un peu plus aisé, mais la finale de Coupe d'Europe qui était un peu disputée alors qu'ils étaient à 14 contre 15. Ils étaient un peu moins souverains. Et cette année 2019 où ils sont éliminés plutôt en Coupe d'Europe, je sais plus exactement, je dirais en demi-finale. Et sans doute par une équipe irlandaise. Bon, en tout cas, voilà, il y avait une impression de domination qui était assez impressionnante. Et je parle même pas du jeu, hein. On retrouvait le jeu cher à la paire Scrella-Villepreux, le jeu à la Toulousaise. Ça envoyait à tous les côtés, ça envoyait du bois de tous les côtés du terrain. Donc, non, non, c'était top. C'était vraiment une belle équipe à regarder. Ok, bah, Stade Toulousain, donc c'est 2019 qui passe chez nous avec un pléthore de choix évidemment. Romain, est-ce que tu as un Stade Toulousain à la deuxième place ou tu gardes la première place pour ton club de cœur? Non, j'ai gardé la première. En deuxième, en fait, dans mon raisonnement cartésien, en deuxième, c'était forcément le RCT. Euh, et, euh, et comme j'en ai parlé avec certains sur Twitter, le RCT, si on veut le choisir, moi je pouvais pas le choisir par le choix du cœur parce que j'ai détesté cette équipe. J'ai détesté sa construction, je n'aimais pas le coach, j'aimais pas le plan de jeu, etc. Enfin, il n'y a rien que j'aimais à part certains joueurs, notamment les Australiens, dans cette équipe-là. Et donc, mais par contre, force est de constater qu'elle a marqué le rugby et les années 2010 en particulier. Et donc moi, j'ai forcément pris celle de 2014. 2014 où il coche toutes les cases, sauf évidemment l'influence sur l'équipe de France, dont j'ai parlé juste avant, puisqu'ils sont premiers de la phase régulière, puisqu'ils sont vainqueurs du top 14 et qu'ils sont vainqueurs de la Coupe d'Europe. Euh,
moi, j'aimais pas cette équipe parce que, par définition, une équipe coachée par Bernard Laporte, j'ai toujours trouvé ça dégueulasse à regarder. C'est pas contre le RTT. Mm. C'était pareil pour l'équipe de France. Et c'était pareil pour le Stade Français Paris avant eux. Et en plus, elle me frustrait cette équipe parce qu'il y avait des joueurs que j'adorais. Donc j'étais un grand fan de Drew Mitchell et de Matt Guito. Et c'est pour ça que presque moi, je préfère celle de 2015 euh, où du coup Wilkinson est parti. C'était Guito qui joue 10 avec Juan Martin Hernandez en 12 et je la trouvais plus sympa. Mais voilà, celle de 2014, elle roule sur tout le monde. Alors c'est pas beau, hein. Du coup, final à l'image de ceux qui le sont un petit peu, puisque tu roules sur le castre olympique avec en ne mettant aucun essai. Alors ils avaient une revanche à prendre, hein, puisque faut se rappeler qu'ils avaient perdu contre le CO l'année d'avant. Euh, avec une finale impressionnante, notamment de Rory Cocotte qui lui ouvrira les portes de l'équipe de France. Et parce que en Coupe d'Europe, mine de rien, cette année-là, c'est la plus grosse finale, entre guillemets, puisque c'est celle contre les Saracens qui est maîtrisée des Saracens que l'on commence à pressentir comme l'ogre qu'ils deviendront plus tard. Mais on a parlé de 2016 en parlant de Clermont où franchement, le match, ça domine pas, même ça mérite pas vraiment. C'est vraiment frustrant pour les Clermontois. 2014, c'est les series qu'on verra plus tard, où avec cette image de Wilkinson qui fait de Farrell un peu son enfant, alors que l'un joue peut-être son dernier match, je me souviens plus, je sais pas comment son fait final à l'époque, comment était entre qui arrive en premier la Coupe d'Europe ou le top 14, mais il devait y avoir le top 14 après. Et voilà, donc cette équipe des Saracens avec celle qu'on connaît, hein, les Vunipola, il y avait Jacques Burger, il y avait Wingelfors, Farrell, Brad Barrett, Ashton, Alex Good et tout. Bah, il les domine et il n'y a jamais photo, quoi. Il n'y a jamais photo, cette équipe est trop forte. Moi, j'ai un souvenir parce qu'on a souvent parlé de Bota pour la puissance de cette équipe-là, mais match que faisait Joan Smith en 6 alors que 2 ou 3 ans plus tôt on le pensait perdu pour le rugby, je trouve ça démentiel car les man étaient encore fous. Dani Rosso, pareil, on pensait pas qu'il pouvait revenir à ce niveau-là. Enfin bon, cette équipe était démentielle. Alors elle a marqué le rugby, elle a marqué le rugby européen, elle a marqué par son palmarès, puisque là, donc cette année-là, a fait premier de la phase régulière, vainqueur du top 14 et vainqueur de la Coupe d'Europe, mais c'est le milieu du triplé, chose qui, je sais même pas si ça a été fait par les Irlandais, trois Coupes d'Europe à la suite, je suis pas sûr. Donc obligé de la mettre, mais voilà, pour moi, ça a tellement peu servi. On est dans les pires années du rugby français. Ça a tellement peu servi le rugby français que je leur en voulais presque de gagner avec cette arme-là, même si on peut pas en vouloir aux gens de gagner avec les règles qu'ils respectent, hein. Mais je voyais une équipe de France à l'agonie et un RCT qui gagnait avec toutes ses stars. Forcé de constater que cette équipe-là est une des meilleures sur le papier et dans son palmarès des 25 dernières années, mais le petit côté affectif faisait que je pouvais pas les mettre premiers, même si il est possible que beaucoup les y mettent. Ouais, bah, je crois que bah, du coup on va pouvoir faire transition, reprendre la main sur cette équipe, Clément, disons-le, que nous Oui, avons oui, choisi oui, en bah, c'est l'équipe premier. qu'on a choisie en première place de ce classement. Bah, franchement, je vais pas rajouter beaucoup à ce qu'a dit Romain, parce que tout ce qu'il a dit est très vrai. C'est pas moi aussi une équipe qui m'a fait rêver. Alors là, on a pris à contresens de tout le top 5 qu'on avait construit ensemble. euh, Jusque-là, c'est-à-dire des équipes de cœur, des équipes qu'on a aimées. Bon, non, c'était vraiment pas une équipe que j'ai adoré moi non plus. Effectivement, Bernard Laporte au coaching, c'est pas le grand kiff, hein, ça on peut le dire. Mais force est de constater que c'est assez gagnant quand même, c'est assez gagnant. Alors il y avait aussi le fait que ben voilà, c'était une armada. Enfin, c'était comment dire, c'était le All-Star Game, hein, Toulon, hein.
Donc, juste pour citer, donc les arrivées cette année-là, c'est Castro Giovanni, comme ça, pêle-mêle, hein. Habana, Issa, Mitchell, Ali Williams, Craig Burden, Tussova, Juan Smith. Bon, et un petit Alexandre Menini, histoire d'avoir un gif, quoi. Mais c'était impressionnant, tout le monde les attendait. Ça aurait pu être l'équipe qui se casse la gueule avec Boudjelal, Laporte, l'énorme G, les énormes transferts, etc. Ils étaient candidats aux moqueries et ben voilà, non, finalement ça fait un triplé européen, un titre de champion et deux finales, non, ou une seule peut-être contre Castres perdu. Mais donc voilà, c'était impressionnant et pris dans la globalité, c'était une équipe qui faisait peur à tout le monde et qui semblait, comme l'a dit Romain aussi avec ses Saris ou avec Clermont en finale de H-Cup, on avait l'impression qu'ils étaient pas loin, hein, qu'il y avait du potentiel, des énormes équipes en face, mais que finalement c'était maîtrisé avec bien sûr à la baguette un Johnny Wilkinson retrouvé, qui a fait une fin de carrière en apothéose et donc voilà, donc il y avait ce sentiment aussi d'intouchable, un peu comme j'ai parlé de Toulouse, mais là dans une mesure moins, et c'est pour ça qu'on les a mis premiers, qui est vraiment impressionnante, vraiment impressionnante. Donc du coup voilà pourquoi Toulon premier 2014. Et celles qu'ils ont perdu avant, de mémoire, c'est en 2012, c'est au début de l'ère, c'est 2011 ou 2012. C'est un des deux titres que gagnent Toulousain avant, où, C'est ça. où ils se font exploser en mêlée par Johnston Steenkamp là, sur cette finale-là. Ouais. Et ils Ah, perdent. tu veux dire, Ouais. ah oui, donc ils perdent deux finales, une contre Castres et une contre Toulouse, c'est ça? Et ils perdent C'est ça, Racing, ouais. ouais, ils perdent Racing un peu après, mais qui est quand même l'année après 2015-2016. Donc c'est quand même une continuité, même si beaucoup de joueurs ont Ouais, c'est changé. dans le Nassi. Et puis juste avant, il y a la finale quand même contre Biarritz, hein, en, En challenge, en challenge en européen. 2012 sûrement. Ouais, Je crois qu'ils en 2012. perdent deux. Je pense qu'il y a 2010 et 2012. Ouais, c'est possible qu'ils perdent deux d'affilée. En tout cas, le 2012 est contre le Biarritz Olympique, qui Mm. remporte le challenge. Mais oui, oui, c'est Et- vraiment une grosse, grosse équipe. et- ouais, ouais. Bah, enfin, la ligne de trois quarts, je sais pas, alors, peut-être, je sais pas, il y a du Mitchell Habana sur les ailes, ça doit être Bastaro, Gito au centre. Qui joue derrière? Je sais pas. Vintage. Armitage, Armitage, oui, oui, bien oui. sûr, voilà, donc bon, enfin, Non, non, c'est bon, sûr. voilà, c'est l'All-Star Game, c'est On, l'All-Star Game. on avait fait l'équipe type et voilà pour ceux qui nous écoutent, alors ceux qui sont passionnés de rugby le savent, ceux qui le sont peut-être un peu moins, peut-être le savent moins, mais Toulon est quand même une équipe historique du championnat de France, hein, qui n'est pas arrivée comme ça, même si elle est revenue avec pas mal d'argent à ce côté All-Star Game. Et on avait fait l'équipe type, le 15 type du RCT avec la classe sport en février ou mars dernier. Et en fait, on rentrait que des. Voilà, alors que dans le top 5 des plus grands joueurs, on avait d'ailleurs intégré d'autres joueurs historique, mais c'est vrai que cette équipe-là a tellement marqué au final sur les victoires pendant 5 ans, même si je pense que hors Toulon, hors Sud-Est, pas grand monde ne les supportait, parce qu'en effet, les voir arriver avec leurs gros moyens et leurs équipes internationales faisait pas rêver, je pense, le public français, mais ouais, on était obligé de les mettre, je pense, pour nous premiers, même si on va comprendre que Romain ait fait un choix du Stade Toulousain qui reste la plus grande équipe sur l'ère professionnelle du championnat de France et donc il pouvait mériter aussi un numéro un évidemment. Ouais, bah, le plus dur, c'était pas de mettre le stade, c'était de Mhm. savoir laquelle choisir. Parce que dans le choix du cœur, je suis d'accord avec vous. J'aurais mis celle de 2018-2019, qui est celle qui a sans doute peut-être le mieux joué au rugby. Et puis, pour nous, on revient, alors que franchement, on sort de 6 années de galère après le titre. Et puis même, tu vois, par exemple, je ne l'ai pas dit, mais les années des titres 2011 et 2012, je les considère pas du tout. Pas du tout, parce que le jeu est catastrophique. C'est deux finales à 0 essai, une qui est construite sur un McAllister qui marche sur l'eau, l'autre sur une mêlée incroyable. 95-96, c'est la fin de l'ère de domination, donc ça me paraissait compliqué. Et puis ce top 14 était dur à juger en termes de saison régulière. L'année 2020-2021, elle coche toutes les cases, puisque
Ils sont premiers de la phase régulière, ils sont vainqueurs du top 14, vainqueurs de la Coupe d'Europe, et ils sont le socle de ce qu'est le stade l'équipe de France aujourd'hui. La plus belle, je suis d'accord, c'était 2019, et j'ai évidemment hésité à en mettre une des années 2000. J'avais une préférence pour le début des années 2000 avec la ligne de trois quarts notamment que j'ai citée avec Elissa Michalak, Claire Emmans, Josion Fritz et Poitrenot à l'arrière, mais ça n'a pas autant d'accomplissements finalement que celle du début des années 2020. Donc, euh, donc effectivement, on se rappelle un petit peu des deux finales qui sont pas incroyables, mais elles sont gagnées. On se rappelle un peu moins que, notamment en Coupe d'Europe, pour aller chercher cette victoire en Coupe d'Europe, euh, ils vont gagner en huitième de finale parce que c'est des trucs un peu particuliers où c'est la première Coupe d'Europe avec la nouvelle formule, etc. Et ou en poule, avec le jeu déjà des simulations Covid, ils se retrouvent un peu tricards. Bah, ils vont gagner au Munster 40-33 en huitième de finale. Donc, ils vont gagner en quart de finale à Clermont avant de après dérouler en demi où ils reçoivent l'UBB, donc la finale de H-Cup dont on a parlé. C'est des finales où finalement on leur enlève également parce qu'on a parlé on a parlé de l'armada qui était qui était le RCT. Là finalement Là, finalement, on leur enlève du monde. Ils finissent quand même par gagner. Hein. C'est des finales où on joue avec Choco Barès. Hein. J'aime beaucoup le joueur, hein, mais il a fait 3 matchs à Toulouse pour dire qu'il joue. C'était qu'il nous manquait des gens. Donc voilà, moi, j'ai fait cartésien. C'est pas l'équipe que j'ai préférée. Mais c'est celle qui cochait le plus de cases. Et puis, elle apporte tellement à l'équipe de France que j'étais un peu obligé de la mettre aujourd'hui, quoi. Ouais, je pense que, je sais pas ce que tu en penses Clément, mais c'est vrai que cette équipe 2021, ouais, par rapport notamment à l'équipe de France, tu vois, elle construit vraiment cette équipe de France victorieuse, on le voit à chaque fois, hein, 7, 8, 9, à chaque compo de l'équipe de France, à chaque 15 de l'équipe de France, hein, dans les titulaires, et puis de temps en temps plus, évidemment, dans les groupes. Nous, Clément, je sais pas, en tout cas, moi je sais que voilà, c'est peut-être ces deux finales, et puis cet ultime adversaire, entre guillemets, j'aimais bien peut-être chez Toulouse, quand il y a peut-être La Rochelle qui arrivait, Clermont, etc. en 2019. Là, c'est vraiment deux fois contre La Rochelle. En plus, La Rochelle qui n'était pas vraiment, qui arrivait, mais bah voilà, peut-être que nous, c'était notre finale un petit peu dans notre preview top 14 de 2022, La Rochelle-Toulouse. On verra comment, avec ce La Rochelle un petit peu construit de manière plus forte, ça se déroulera cette année. Mais voilà, c'était peut-être ça, je sais pas toi Clément, qui faisait un peu la différence, plus un peu le choix du jeu de 2019. Ouais, non, mais on a eu le même cheminement de pensée, hein, je pense tous. Voilà, c'est ça, ça, on a hésité avec cette équipe. Bon, déjà, il y a un doublé. On l'a peut-être pas dit, mais c'est très rare. Hein. Je veux dire, ça arrive pas souvent de faire le doublé H-Cup championnat parce qu'on sait très bien que la gestion des effectifs et du physique en rugby, bah, c'est très très compliqué. Et de jouer sur les deux tableaux, bah, il faut être énorme. Hein, il faut être énorme, il faut au moins être au-dessus du lot. Donc du coup, forcément, cette équipe de 2021 est rentrée dans la réflexion. Effectivement, moi aussi, les années 96, 97, etc., au final, c'est une équipe qui tournait pas, notamment, moi je pense à l'année 97 que je connais particulièrement, qui est vraiment une équipe qui finit quatrième, qui prend 80 points, une volée en Angleterre, je pense que c'est chez les Wasps. Vraiment 80 points, il y a 83 hein, en match de poule de H-Cup en 97. Hein, enfin fin 96 plutôt. Donc du coup voilà, ces équipes-là étaient hyper critiquées, notamment au niveau du jeu. Voilà, ça a gagné d'ailleurs un titre sur, un peu comme les finales du début des années 2010, sur des choses, sur un jeu hyper pragmatique devant, etc., etc. Et cetera. Et effectivement, il y avait aussi ce début des années 2000, mais difficile de choisir, mais ça aurait pu largement aussi rentrer dans le top 5, parce que là, effectivement, ça cochait aussi pas mal de cases, donc voilà.
Ok, très bien. Ce qui serait intéressant et qu'on pourra faire peut-être sur Twitter quand on diffusera la vidéo que vous pourrez retrouver sur YouTube pour ceux qui nous ont rejoints évidemment en cours de vidéo, vous pourrez revenir la regarder. Évidemment, on pourra faire sur Twitter le jeu du top 5 ou du top 10 un peu plus voilà, en thread par exemple sur les équipes, mais avec potentiellement les années dont on a le droit de cumuler. Et puis on verra s'il y a 10 stades toulousains chez Romain et 10 Brives, ce qui est plus dur à faire. Mais connaissant Clément, on ne sait jamais. On Sur peut trouver, on peut trouver. Ouais, on peut trouver une belle année de Pro D2. Ça compte, c'est Rugby Pro. Et non, mais en tout cas, voilà, ça peut être un exercice intéressant, en effet, de mettre aussi ces différentes années pour voir où on situe certaines équipes Stade Toulousain, par exemple 2019-2021, ou d'autres dont on a hésité. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter peut-être un dernier mot avant de clôturer ce super top 5 qu'on évidemment renouvellera avec des top 10 ou des top 5, peut-être plus de postes individuels, parce que là on était sur du collectif, ce sera peut-être le prochain challenge. Si, moi je vais rajouter un petit truc, mais c'est vraiment l'instant promo, hein. L'instant promo, voilà, pour tous les gens qui nous écoutent ce soir, sans doute, et qui sont sur Twitter, sans doute avec Romain et quelques amis, on va faire en cette fin d'année, en cette fin de saison internationale, on va faire un 15 monde de l'année 2022 prochainement. Alors suivez-nous sur Twitter pour connaître la date. Ça sera courant de cette semaine ou la semaine prochaine. Voilà. Top. Ben, on a hâte d'y être avec tous nos amis, Romain évidemment, et puis nos amis dont Gauthier évidemment. On sera peut-être amené à faire des space avec des Twitch, pardon, top 10, top 5 avec Gauthier. Romain, peut-être que tu voulais rajouter quelque chose. Oui, un dernier mot juste pour dire qu'on les a pas évoqués et c'est normal. Si on avait fait un top 10, ils auraient peut-être été en wildcard, mais on ne peut pas considérer le Castres Olympique, du coup, malgré ce qu'ils ont fait, et que c'est une équipe importante des années totalement de 2010 et notamment celle de 2013, pour la simple et bonne raison que les phases régulières et la Coupe d'Europe par rapport aux équipes que l'on a citées sont beaucoup trop faibles. Trop faibles. Donc si on fait un top 10 des exploits et des équipes inattendues, ils y seront peut-être, mais les plus grandes équipes, on pouvait même pas les mentionner dans un top 5. On est d'accord, on en parlait, une équipe, voilà, là c'était vraiment un top 5 des plus belles équipes, donc des équipes dominantes. En effet, on est plutôt sur une surprise en NBA, on dirait le huitième qui va aller en finale NBA. Ne sera pas dans la plus belles équipes dominantes de l'histoire, mais là c'est un peu la même chose. Lennox, 99. Exactement. Bon, un plus en lockout, donc jamais on mettra l'Enix 99 dans les plus belles équipes de tous les temps, même si l'équipe avec la 13 Priel était quand même assez sympa à regarder. Bon, bah, sur ce petit mot USA, messieurs, merci beaucoup pour ce top 5. Rendez-vous la semaine prochaine pour nos petites habitudes et notre petit hexagone du top 14 qu'on sera très heureux de retrouver avec plein de choses voilà, qu'on va pouvoir Heureux. qu'on va pouvoir analyser. Mais si c'est un nouveau coach, Nicolas Sanchez qui arrive, le renouveau de Ouais, ça Brive. m'a fait. Arrête, bon, enfin bon, on en parlera la semaine prochaine. Bon, moi j'ai perdu Orios, voilà, on est bien avec Clément sur ce top 14, voilà, et puis Romain pourra continuer à nous Ouais. charrier. Bon, ben, C'était ma petite embellie, quoi, des victoires le samedi ou le dimanche, voilà, ça me faisait du bien, quoi, ça- voilà. ouais, c'est vrai que les Ah, 3 semaines retrouver à son pain quotidien. de Voilà. pause, voilà, tu auras peut-être le challenge, je suis pas sûr que tu le joues à fond, mais il y aura peut-être des pauses aussi à ce moment-là. Bon, en tout cas, à lundi prochain, les amis, et puis merci beaucoup, Merci beaucoup. Ciao, à ciao. très vite. Bonne soirée.